C'était il y a quelques jours sur la télévision nationale gambienne. Une déclaration assassine du ministre de l'Information. La Cour pénale internationale est en fait une cour de blancs pour la poursuite et l'humiliation des gens de couleur, en particulier les Africains. Un coup de tonnerre et un départ de plus. Gambie, Burundi, Afrique du Sud ont décidé de quitter la Cour pénale internationale. La Russie va également prendre ses distances et les Philippines agitent la même menace. C'est donc une institution en crise qui est réunie depuis hier à La Haye. Tout acte qui ébranle le mouvement mondial vers une plus grande justice pour les crimes et les atrocités est tout simplement regrettable. Et pourtant, en 1998, la signature du traité de Rome avait été un moment historique. L'acte de naissance du premier tribunal pénal permanent destiné à juger les crimes de guerre contre l'humanité et les génocides, comme des tribunaux spéciaux l'avaient fait auparavant pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie. Le rêve d'un monde plus juste, mais avec des bémols. Sur tous les États qui reconnaissent la CPI, seuls les pays membres en bleu marine sur la carte et leurs ressortissants peuvent en principe faire l'objet d'enquêtes. Des procédures qui visent des pays africains principalement. C'est un des arguments brandis par la Gambie, le Burundi et l'Afrique du Sud pour dénoncer une sorte de néocolonialisme. Un sentiment d'injustice associé à des interrogations sur l'indépendance de la CPI, mais aussi sa lenteur. Seulement 4 verdicts depuis son entrée en fonction il y a 14 ans. Alors, justice occidentale ou universelle, la CPI est-elle efficace? Peut-elle vraiment enquêter et juger des auteurs de crimes? Faut-il l'enterrer ou la faire évoluer? On va voir ça avec vous trois. Bonsoir Jean-Christophe Ruffin, vous êtes écrivain, membre de l'Académie française. Et quant à la Cour pénale internationale, vous considérez qu'elle est une coquille vide qui ne cible que les Africains et surtout les Africains qui ont perdu. Vous appelez ça le tribunal des vaincus. À côté de vous, Francis Patindé, bonsoir. Vous êtes journaliste, enseignant à Sciences Po. Vous considérez que le problème de la Cour pénale internationale, c'est qu'elle devrait être impartiale et universelle, mais à l'épreuve des faits, on se rend compte qu'elle n'est pas efficace car c'est une cour essentiellement politique. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Cécile Coudriou, vice-présidente d'Amnesty International. Vous le portez sur votre badge. Alors, pour vous, la Cour pénale internationale est récente. Il y a encore des verrous, pas mal de choses à améliorer, certes, mais c'est important qu'elle existe. Au lieu de lui tourner le dos, il faudrait renforcer ses moyens, mais il semblerait qu'elle ait déjà de gros moyens, et renforcer surtout sa crédibilité, ça nous intéresse. On démarre avec une question d'un internaute, Nadia. Oui, d'une téléspectatrice qui demande si tous les pays signataires ont exactement la même définition des crimes de guerre. Cécile Coudriou, dans toute intervention armée, il y a des morts. À partir de quel moment, de quel stade on décide qu'on est dans le crime de guerre? Effectivement, la CPI a pour tâche de s'occuper avant tout des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des génocides qui ont une définition bien précise dans le droit international, qui est donc le même pour tous. Et le principe de base de cette CPI, c'est aussi la compétence universelle. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes tellement attachés à cela, à Amnesty International. Quand même 20 ans de combat pour arriver à la naissance de la CPI en 2002. Et donc, effectivement, le principe est que la justice soit la même pour tous les pays. D'accord, donc ça, c'est le principe. Voilà. Francis Patindé, c'est une sorte de Nuremberg permanent. Quelle est la mission quels sont les cadres qui définissent la mission de cette CPI? Ouais, la CPI, elle est là pour juger tout le monde, qu'on soit américain, chinois, russe ou africain. D'accord. À l'épreuve, on remarque que, bon, c'est pas le cas. Qui nomme les juges? Qui nomme le juge? Alors, c'est l'Assemblée des États partis qui est actuellement réunie à La Haye. Oui. Et c'est cette Assemblée qui nomme et qui révoque les juges. Or, cette Assemblée, c'est une Assemblée politique. C'est un représentant des États partis au statut de Rome. D'accord. Le chiffre du jour, Arnaud? Le chiffre du jour, c'est 124. Il y a 124 membres qui sont partis de la CPI, contre 193 à l'ONU. Et donc, il y a quand même des grandes puissances qui n'y sont pas. Les États-Unis n'y sont pas. La Chine n'y est pas. La Russie menace d'y aller. Alors, Jean-Christophe Ruffin... de s'en aller, pas d'y aller. Oui. C'est plus embêtant. Ce n'est pas finalement une justice pour les pays en voie de développement, essentiellement l'Afrique, puisque Israël et les pays arabes environnants n'y sont pas. Moi, ça me fait penser à la SDN, si vous voulez. C'est-à-dire que Vous rappelez la Société des Nations des années 20, décrite par en 1919 par Wilson, qui avait pour but, et c'était tout à fait louable après la Première Guerre mondiale, d'établir donc un système de sécurité collective. Et ça a permis de fonder de grands espoirs. Mais
les États-Unis n'ont pas ratifié le traité de Versailles et donc n'ont pas été partis à la SDN. Et l'Union soviétique, fraîchement créée, évidemment n'était pas concernée non plus. Ce qui fait que la SDN a été absolument incapable de lutter contre l'émergence des fascismes européens dans les années 30. Donc c'est le même. Alors là, si on va, est-ce qu'on peut expliquer aux spectateurs qu'est-ce qui se passe en Afrique? Pourquoi ça vient d'Afrique, ces sorties de la CPI, M. Patindé? Mais parce que d'abord, c'est le continent où il y a le plus de problèmes. Vous savez, dans les relations internationales, les Africains ne sont pas des acteurs, ils sont plutôt des sujets. Parce que c'est le maillon faible des relations internationales. Il se trouve également qu'il y a encore beaucoup d'États qui sont des dictatures, appelons les choses par l'ordre. Le Burundi qui s'en va, c'est quand même un horrible dictateur. Ouais. Excusez-moi de parler comme ça, c'est un dictateur qui est sujet de massacre qui s'en va. Vous avez raison, en Gambie, c'est pas mieux. Le Burundi, c'est une dictature, mais la Gambie également, mais pas l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, en dépit des problèmes, c'est une démocratie. Alors pourquoi l'Afrique du Sud quitte la CPI? Oui, parce que les Africains trouvent que, sur 10 cas actuellement, sur lesquels on enquête ou qu'on juge, que 9 sont des cas africains. Ils trouvent qu'il y a un tropisme. Peu importe que le procureur actuel soit une Africaine, ça n'a pas d'effet sur les choses. C'est qu'on a l'impression que c'est une justice pour les Africains. Et ces Africains eux-mêmes qui ont saisi la CPI. Voilà, exactement. 70% des cas, il semblerait, sont déférés par les États africains eux-mêmes. Donc on parle comprend souvent pas de la bien. disproportion, effectivement. C'est vrai qu'il y a 9 affaires sur 10 qui concernent l'Afrique. Ça, c'est un fait absolument indéniable. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a parfois des pays africains eux-mêmes qui en réfèrent à la CPI, parce que justement leur propre système national ne leur permettrait pas de lutter contre l'impunité. Et c'est quand même cela, le premier but de cette Cour pénale internationale, c'est de permettre à des États et des citoyens, surtout, qui ont été victimes de violations massives, de voir un espoir de justice, de vérité et de réparation. Oui, mais Jean-Christophe Ruffin. Un tribunal de vainqueurs, c'est-à-dire que quand vous dites... Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire que les États qui portent un cas devant la CPI, c'est en général des gouvernements vainqueurs contre ceux qui les ont mis en danger préalablement. Donc animés par un esprit de vengeance? Oui, en tout cas, c'est une manière de faire le ménage dans une situation politique. Le cas concret, Gbagbo en Côte d'Ivoire. Voilà, oui, concrètement. Il a donné un exemple. Mais si vous me permettez, je reviens sur le Burundi, parce que vous avez dit un peu vite, c'est une dictature, le Burundi. C'est pas si simple. Le Burundi n'est pas, j'allais dire, encore une dictature. En tout cas, c'est un pays qui a connu une transition démocratique assez remarquable quand même, parce qu'il faut voir d'où elle vient. Il y a eu des massacres au moins aussi importants presque aussi importants qu'au Rwanda. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez le président qui veut rester, qui veut faire un mandat de trop ou de plus. Et d'une certaine façon, s'il quitte la CPI, c'est pour éviter des problèmes à venir. C'est-à-dire, c'est pour se donner les mains libres et parce qu'il n'est pas certain, lui, de rester du côté des vainqueurs. Et il se dit, si jamais ça tourne mal, je ne veux pas me retrouver dans la situation d'eux, etc. Vous voyez ? Donc, en fait, c'est un outil dont on peut se soustraire quand on est au pouvoir et quand on contrôle le pouvoir. Et en revanche, qui ne juge donc que ça corrobore votre analyse quand vous disiez c'est une justice politique. Vous diriez pour autant c'est une justice systématiquement raciste, de blanc? Non, les choses sont plus complexes. Ouais. On ne peut pas comparer la CPI à un tribunal, à la Cour de cassation en France, par exemple. Pourquoi ? Parce que, d'abord, c'est partial. Ensuite, et c'est politique. Or, ce qu'on nous enseigne dans les facultés de droit, c'est que la justice ne doit pas être politique. Et pourquoi je dis que c'est politique ? Parce que il y a 3 saisines, 3 modes de saisir. Pour saisir la Cour, les États partis. Il y a également le Conseil de sécurité. De l'ONU et les Nations Unies. Et le Conseil de sécurité, il n'y a pas, et le procureur, autosaisine, ok ? Et il n'y a pas plus politique que le Conseil de sécurité des Nations Unies. Okay, donc il y a 2 modes qui sont bons. L'État saisit lui-même, la procureure s'occupe du dossier, et puis vous, ce qui vous gêne, c'est quand il y a le Conseil de sécurité qui met ses vétos. D'autant plus qu'il y a 3 des 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui ne sont pas partis, parce que la Russie va remettre sa signature. Les États-Unis. Alors précisément, Francis Patindé, on parle de la procureure. Eh bien, voici le portrait de Fatou Bensouda, procureur général de la Cour pénale internationale, son portrait par Thibault Nolte. Ils ont fait preuve d'engagement et méritent bien quelques encouragements. Tandis que plusieurs pays mécontents se retirent de la Cour pénale internationale, sa procureure générale ne s'avoue pas vaincue. Alors, faut-il laver l'honneur de Fatou Bensouda ?
Fatou Bensouda a été élu procureur de la CPI pour 9 ans en mai 2012. Son rôle est de s'assurer que les affreux qui ont commis des crimes défiant l'imagination subissent un châtiment approprié. Un idéal universel qui ressemble hélas de plus en plus à un vœu pieux. Nous, on quitte la CPI. L'enfer sur Terre, c'est les Pays-Bas. Il n'y a pas un vendeur de machettes ouvert après 18 heures. Pas un charnier à l'horizon, nada. Ça mériterait un bon coup d'État, ça, non? Femme, noire, musulmane, elle est ainsi attaquée par les Africains pour servir une justice de blancs, les Américains et les Russes pour se mêler de ceux qui la regardent, d'anciens confrères pour sa fragilité. Une polyphonie bien fielleuse pour cette héroïne de Time Magazine. Enfant en Gambie, elle assiste au raclé que sa tante reçoit de son mari et s'exaspère que la société les accepte. Ainsi naît sa vocation. Proc à 25 ans, ministre de la Justice à 37, avant de rejoindre le tribunal spécial pour le Rwanda et ses 800 000 massacrés. Initiation au génocide. Votre honneur, vous accusez mon client ici présent d'être un milicien sanguinaire. Encore heureux. Il aime son métier. Il l'exerce avec passion, avec rigueur. C'est un procès en professionnalisme que vous lui faites ici. Depuis, Fatou a découvert la géographie de l'horreur, en Guinée, en RDC, Côte d'Ivoire, Ouganda, où elle a défié la morgue des tyrans. À la CPI, elle les débusque et leur offre ce qu'ils n'ont jamais accordé à personne, la justice. Une justice imparfaite, en réponse à une situation parfaitement injuste. Merci Thibault Nol. Francis Patendé, elle n'est pas indiscutable, la procureure générale? Non, la pauvre, son prédécesseur, c'était pareil. Au Campo, il était argentin. Et alors? Et ça ne change rien. Elle est peut-être aux commandes de la CPI, mais la télécommande est ailleurs. Moi, je voudrais quand même qu'on parle des victimes, parce qu'on a parlé de justice des vainqueurs, mais surtout une justice pour les victimes, des millions de victimes des violations les plus graves des droits humains, qui, heureusement, ont quand même cet instrument juridique, même s'il est perfectible, bien évidemment. Donnons un exemple concret. Oui. Jean-Pierre Bemba, donc en République centrafricaine, condamné à 14 ans de prison, c'est une première pour des viols commis justement en tant qu'arme de guerre. Bien ça, c'est bien grâce à la CPI. Par la CPI. Voilà. Et c'est la RCA elle-même qui a fait appel à la CPI pour... Donc ça, c'est l'un des 4 verdicts qui ont été délivrés en 15 ans d'activité. Il y a également des cas en RDC. Alors, la justice est longue et coûteuse. Oui. On le sait bien, mais on pourrait dire aussi que la justice n'a pas de prix. Et on peut dire aussi qu'un système, même s'il est effectivement encore avec certaines failles critiquables, on peut aussi se dire qu'on pourrait essayer de l'améliorer année après année, et notamment pour ce qui est du Conseil national de sécurité, qui effectivement pose un réel problème de politisation et d'instrumentalisation. Amnesty International, justement, demande une réforme de ce droit de veto. Et vous pensez que vous serez entendu ? Pour l'instant, nous ne sommes pas encore entendus, mais justement, nous appelons tous les États à soutenir non seulement la CPI, mais nos efforts pour cette réforme, car c'est quand même à 2 reprises que la Russie a réussi à bloquer les résolutions pour la situation terrible en Syrie. C'est comme des atrocités de masse. On considère que le droit de veto est absolument inacceptable. Arnaud Parmentier. Là, pour le moment, on vit plutôt la contagion des gens qui veulent quitter la CPI. Le dernier, c'est Rodrigo Duterte, le président philippin. Alors, cet homme qui encourage les assassinats extrajudiciaires des trafiquants de drogue, mais même des malheureux vagabonds des Philippines. On l'écoute, on le regarde, c'était aujourd'hui. La Cour pénale internationale est inutile. Les Russes se sont retirés et je pourrais les imiter. Pourquoi ? Parce qu'elle ne s'en prend qu'aux petits pays comme nous. Alors, Jean-Christophe Rufin, 2 questions déjà. Est-ce que les crimes ou les atrocités que cautionne Rodrigo Duterte, ça peut relever de la CPI ? Et deuxièmement, est-ce que vous approuvez ou comprenez son attitude ? On la comprend très bien. Il est au pouvoir, il a la possibilité de se soustraire à cette justice, donc il le fait, c'est tout à fait logique. Mais vous savez, on a connu ces problèmes aussi dans l'humanitaire, par exemple, avec le système Croix-Rouge. Le système Croix-Rouge, par exemple, au départ, il était basé sur l'acceptation des États. Et on a longtemps fonctionné comme ça. Moi, je ne crois pas... C'est-à-dire, vous pouvez expliciter ? C'est-à-dire que, si vous voulez, un système qui est basé sur l'acceptation des États, lesquels États peuvent en même temps être criminels, si je puis dire, ne peuvent pas accomplir une œuvre de justice puisqu'ils sont à la fois jugés partis. Et donc, forcément, le bourreau, avéré ou futur, va se soustraire au jugement.
Et on parlait de Fatou Bensouda tout à l'heure. La procureure générale de la CPI. Oui, elle vient de Gambie. Elle a été ministre de la Justice de ouais. Gambie. Moi, j'ai été, pour mon grand bonheur, ambassadeur de France en Gambie, entre autres. Je peux vous dire que je doute fortement, mais fortement, de l'indépendance du ministre de la Justice en Gambie, qui est alors là, pour le coup, une dictature terrible. Je pense que vous ne me contredirez pas, la présence de Yahya Jammeh au pouvoir depuis tant d'années, sans aucune... Alors qu'il y a vraiment un régime de terreur. Et le ministre de la Justice d'un régime comme celui-là, qui est procureur de la CPI. Mais on rêve. C'est un peu comme... C'est une provocation de la part de ceux qui l'ont Ça me fait penser à l'époque où, souvenez-vous du temps du regretté colonel Kadhafi, la Libye était présidente à l'ONU de la commission des droits de l'homme. Saoudien maintenant. Oui, voilà. Bon, mais voilà. Donc, si vous voulez, on marche sur la tête. Et tant que le système est comme ça, c'est-à-dire un système reposant sur les États, moi je ne crois pas du tout à l'idée des petits pas. Pardon, c'est deux philosophies différentes. Vous dites, ça va s'arranger si on met plus de moyens. Moi, je pense que le système est mal conçu. Le système est vicié dès l'origine, vous voulez dire. C'est pas un monde ancien. C'est-à-dire, grosso modo, les années 90, c'est l'année de l'OMC. On se dit, c'est la chute du mur de Berlin. Les Nations Unies vont reprendre du pouvoir. Confiance dans le progrès. Tout est en train de s'effondrer. Est-ce que c'est encore de notre temps, la CPI? Ce qui est une tendance... j'attendais le mot bisounours. Non, mais ce qui est une tendance lourde, ça c'est très clair, c'est une tendance à discréditer en fait, de l'intérieur, l'ensemble des institutions qui sont justement garantes des droits de l'homme. Mais ce que nous, on préconise à Amnesty International, c'est de ne pas laisser cette tendance finalement devenir presque banalisée. Donc vous luttez contre la mer qui monte? Exactement, mais c'est aussi ça, c'est important. Heureusement qu'on est là pour le faire. Et je pense qu'on doit continuer de prôner cette universalité des droits, qui est vraiment la base de tout. C'est absolument cela qu'on cherche à remettre en cause de plus en plus. On le voit, y compris d'ailleurs en Occident. C'est absolument pas, malheureusement, l'apanage des dictatures. Donc je pense que c'est très important de se dire, encore une fois, qu'un système est perfectible, qu'il est évolutif. Et c'est vraiment le cas de la Cour pénale internationale. Et surtout, il n'est pas le seul. Il est complémentaire avec d'autres. Par exemple, la Chambre extraordinaire africaine, pour le cas de Hissène Habré, a été aussi un bel exemple de justice. Voilà, donc la justice peut quand même aussi prévaloir. Alors, Nadia, parlez-nous de George W. Bush. Oui, parce qu'ils sont très nombreux à rêver de voir George W. Bush devant la CPI, que ce soit pour la guerre en Irak ou pour les tortures en Afghanistan. Amnesty International, je crois, le Nobel de la paix Desmond Tutu, ou encore des professeurs de droit public qui avaient plaidé en sens en écrivant une tribune dans laquelle ils écrivaient ceci: ce sera l'occasion de démontrer que la justice pénale internationale n'est plus réservée aux vaincus et aux faibles. Le problème, c'est que les États-Unis ont tout fait pour saper la compétence de la CPI à leur égard. Ils ont signé, mais pas ratifié le traité de Rome. Puis Bush fait retirer la signature quand il succède à Clinton. Et la même année, en 2002, Bush fait voter une loi qui protège les citoyens américains de l'extradition à La Haye. Alors vu comme ça, il y a assez peu de chances pour qu'effectivement Bush y soit traduit. Mais il y a du nouveau, en tout cas sur le dossier afghan signataire, l'Afghanistan signataire du traité de Rome, puisque cette semaine, la procureure de la CPI a déclaré qu'on disposait aujourd'hui d'éléments sur la torture infligée par l'armée américaine à des détenus en Afghanistan et dans les centres de détention secrets de la CIA. Jean-Christophe Ruffin, à quoi ça peut aboutir tout ça? Est-ce qu'on va voir un jour des Américains devant la CPI pour ça ou pour Je sais bien que Bush n'a pas voté pour Trump, mais je ne pense pas quand même, je ne le vois pas livré par la nouvelle administration en particulier à une justice internationale. C'est absolument... Enfin, voilà, ça n'arrivera jamais. Écoutez, de mon vivant, je ne pense pas. Et on est toujours intoxiqué par nos guerres justes. On a l'impression que les guerres faites par... Non, mais si vous voulez, il n'y a strictement aucune raison. Déjà, il est protégé par plein de choses, notamment par les mesures qu'il a prises lui-même. Mais en plus, si vous voulez, tout le système est faussé dans la mesure où les États-Unis sont en train, en pratique, de se retirer complètement, puisqu'il y a le problème de la ratification et de la signature qui n'est pas le même pour tout le monde. Donc, ils se mettront en dehors. Mais moi, je voudrais juste ajouter une petite chose par rapport à ce que vous disiez sur la manière dont Amnesty et d'autres ONG défendent la Cour pénale. Je comprends votre point de vue. Je comprends que vous ayez envie d'avoir cette espèce de gendarme, cette espèce de juge qui complète et qui prolonge votre action. Mais moi, je trouve que c'est un peu dommage et dangereux pour des organisations comme les vôtres, qui justement sont indépendantes et qui peuvent être efficaces, de se mettre à la remorque d'un système qui, pardonnez-moi de le dire, est pourri. C'est un système qui est mal conçu. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quelle est l'alternative? Jean-Christophe Ruffin et Francis Patindé. Après, quelle alternative y a-t-il? Soit on le
refondent autrement. Oui. Mais c'est la pas- mauvaise volonté politique sera toujours la même, vraisemblablement. Pas forcément, parce que là, vraiment, vous savez, la SDN, elle a foiré, mais à la conférence de San Francisco en 1945, on a créé l'ONU, qui a quand même été plus efficace. Si, Avec des gens de bonne volonté. Là, avec Poutine et Trump, qu'est-ce qu'on peut espérer faire aujourd'hui? Avec Xi Jinping, qu'est-ce qu'on peut espérer faire? Oui, mais ça n'est pas... D'accord, mais je veux dire, ça n'est pas en faisant vivre artificiellement un truc qui est en coma dépassé. Vous allez contaminer justement ce qui est efficace chez les ONG, qui est justement leur indépendance, qui est leur capacité d'aller inquiéter des gens de tous les côtés, et vous allez limiter ça en les mettant à la remorque d'un système. On a bien compris, mais alors quel débouché possible alternatif, Francis Patindé? Il faut couper le lien ombilical déjà entre la CPI et le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est un organe totalement politique. Vous savez, tout à l'heure, vous parliez qui est réformable de aussi, Bush. Mais oui, d'accord. Enfin, ça fait longtemps qu'on attend. Mais disons que Omar El-Béchi, donc le président du Soudan, qui est poursuivi devant, c'est les Américains qui ont actionné. Tu as actionné quoi? Qui ont les poursuites contre Omar El-Béchi, alors qu'ils n'ont pas ratifié. Ils sont en dehors, mais quand ça les sert... Ils manipulent, vous pensez, ils manipulent selon vous en fonction de leurs besoins. Oui, en fait, de leurs besoins, de leur stratégie. Et même la France a joué un rôle dans l'histoire de la Côte d'Ivoire avec Gbagbo. Cécile Caudrillot, vous êtes d'accord? Nous manipulons, les Américains et les Français manipulent pour leurs intérêts politiques la CPI. Donc, pas de justice universelle? Là encore, je vais montrer que je ne suis justement pas un bisounours. Évidemment qu'il y a des risques d'instrumentalisation, qu'il y a beaucoup de cynisme. On le voit actuellement aussi avec Poutine, qui bien sûr décide de se retirer, de retirer la signature au moment où, comme par hasard, justement, la procureure, il faut quand même le rappeler aussi, la procureure s'intéresse à autre chose qu'à l'Afrique. Donc, en fait, l'Ukraine, bien que c'est la quadrature du cercle, c'est-à-dire qu'au moment où, justement... Géorgie et Ukraine, voilà, c'est ça, pour aller vite. et aussi l'Afghanistan, comme le rappelait à l'instant Nadia, également l'Afghanistan, qui pourrait donc... ça pourrait inquiéter la CIA, les troupes américaines et aussi, bien sûr, les troupes afghanes elles-mêmes. Et donc, je pense que c'est important de se rendre compte qu'il y a aussi des critiques qui sont particulièrement de mauvaise foi. Il y a des critiques fondées, on l'a dit tout à l'heure, par exemple le déséquilibre pour l'Afrique, ça c'est certain, mais il y a aussi parfois une espèce de mauvaise foi à justement accuser la procureure au moment où elle cherche à élargir le champ de la CPI, de dire ah non mais là c'est pas possible, les du coup tribunaux je ad hoc, sors. c'est pas mieux. Voilà, Il y avait les tribunaux pour la Yougoslavie, les tribunaux pour le Rwanda, les commissions de réconciliation et paix en Afrique du Sud. Qu'est-ce que c'est les tribunaux ad hoc? Les tribunaux ad hoc, justement, Ils ne sont pas permanents par définition. c'est ceux qui ne portent que sur un théâtre. Par exemple au Cambodge ou pour la Yougoslavie, etc. L'ex-Yougoslavie, par exemple. Et là, ça permet d'ouvrir un petit peu le débat, parce que nous avons enfermé un peu dans un tout ou rien. Soit ça fonctionne et on continue, soit on arrête tout et on laisse les choses se faire. Non, il y a quand même d'autres systèmes. D'abord, les ONG ont d'autres moyens de pression pour entraîner des sanctions internationales, etc., qui ne passent pas forcément par la justice directement. Lesquelles, sinon Les sanctions internationales, par exemple l'interdiction de circulation de certains, ou le blocage des avoirs, etc., de certaines personnes qui ont commis des crimes, d'une part. Et puis d'autre part, il y a en effet tous ces tribunaux ad hoc qui ont quand même plutôt, le tribunal d'Arusha, c'est-à-dire qui ont plutôt mieux fonctionné. Ça a toujours marché En tout cas, si vous voulez... Le tribunal d'Arusha, ça a été pour juger ce qui s'est passé au Rwanda, c'est ça? Je le redis, il y a surtout le bon exemple de la Chambre africaine extraordinaire dont on parlait tout à l'heure pour Hissène Habré, où effectivement, là, pour le coup, Amnesty International n'est pas du tout axé que sur la... Francis Patindé. Oui, pardon. C'est vrai qu'il y a ce tribunal sénégalais, donc un tribunal africain qui a jugé un ancien chef d'État. Et il y a également le cas de Charles Taylor, qui a été jugé par le... Au Libéria. Oui, c'est ça. Pour les crimes commis en Sierra Leone. Il a été jugé, ça a été transposé à La Haye. Enfin, ces tribunaux existent. Mais il y a des problèmes de financement, des problèmes de compétences. Et voilà, il y a encore pas mal... Et le lien ombilical non plus, avec le politique, n'est pas tout à fait absent. Mais c'est quand même l'Afrique qui juge l'Afrique, là. On ne peut pas dire... Vous demandez la réethnicisation de la justice en Afrique ? C'est ça un peu le paradoxe de votre propos. Ouais, je pense qu'il y a des pays africains qui ont une justice correcte. L'Afrique du Sud a une justice correcte. Le président Zuma pourra vous dire qu'il a des déboires. Ces déboires actuels, c'est à cause de la justice sud-africaine. Non, mais je concluais parce que ce sera le mot de la fin. Le Cap-Vert, il y a plein de pays, même au Sénégal, où la justice est assez sereine et elle est même plus intéressante que la CPI. Et ben voilà une note d'espoir sans tomber dans les bisounours dont vous parliez. Nous relançons notre appel à tous les pays à soutenir la CPI.